Et coucou toi, j'espère que tu vas au top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums qui me fascinent de ouf. Et aujourd'hui, on va parler du genre d'album qui change une carrière, qui change une époque. Sorti en 90, il a non seulement propulsé le groupe au rang de culte international, genre il l'était avant, mais là ça devient des méga pop stars de ouf. Et cet album, il a aussi redéfini ce que pouvait être la pop synthétique. Plus sombre, plus sensuelle, plus ambitieuse que ce qui se faisait à l'époque. Bref, un classique, un vrai, avec un V majuscule, écrit en gras, 1 milliard de pixels. Et surtout, un beau manteau en cuir et des belles lunettes. Violator, le 7e album de Depeche Mode, sorti en 1990. Ce qui est dingue avec ce disque, c'est qu'il arrive après presque 10 ans de carrière déjà hyper, méga, ultra bien rempli. Depeche Mode, qui n'est plus du tout le groupe du coin au moment de cette sortie, est à la base un groupe de potes de Basildon qui faisait de la synth-pop joyeuse façon années 80. Oh, tu dois sûrement reconnaître des morceaux. Hein. Et en 10 ans, ils ont évolué vers un son de plus en plus dark, de plus en plus classe aussi. Et là, je peux te le dire, merci Violator, c'est l'aboutissement de ce virage. L'album où tout s'aligne. Les compos de Martin Gore, la voix crooner torturée de Dave Gahan, la production futuriste d'Alan Wilder, et ce sens du groove froid mais bordel, tellement irrésistible, tellement chouette, tellement beau. Et c'est aussi l'album qui a donné au monde des titres comme Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth, des morceaux devenus mythiques, samplés, repris, remixés jusqu'à plus soif maintenant. Et en seulement 30 ans, avec des guillemets bien sûr, mais 30 ans pour que t'en aies marre des covers et remixes, c'est ouf comment c'est hyper rapide je trouve. Avant tout, c'est un album qui transpire l'élégance et le malaise. Ouais, comme souvent, ce dont je te parle ici. Mais là, on a un album où chaque son semble peser, encore. Chaque silence est lourd de sens, encore. Mais qui, même 30 ans après, n'a rien perdu de sa puissance et de sa superbe. Alors ouais, aujourd'hui on va plonger dans ce monument. On va parler de perfection studio, de sensualité mécanique, de solitude dansante et de Jesus en veste en cuir. Depeche Mode, c'est un peu l'histoire d'un groupe qui a failli tout foutre en l'air plusieurs fois. Mais l'album dont on va parler aujourd'hui, Violator, c'est celui qui a non seulement sauvé leur carrière, mais qui a aussi redéfini leur place dans la musique mondiale. Parce que même si Depeche Mode est déjà un nom sur la scène électropop dans les années 80, avec des morceaux comme je te disais que tu connais, c'est avec Violator qu'ils deviennent des icônes, des géants, des dieux quoi. Et ne me dis pas non, c'est pas vrai hein. Ils sont incres. Avant cet album, ils étaient déjà bien installés dans le paysage musical. Après un premier album pop synthétique qui les avait rendus célèbres, Depeche Mode avait évolué en prenant un virage un peu beaucoup plus sombre avec Black Celebration en 86, Music for the Masses en 87. C'était déjà des albums qui amenaient quelque chose de plus introspectif, de plus mystique. Mais avec Violator, ils passent vraiment à la vitesse supérieure. Je vais te le dire clairement, Depeche Mode à ce moment-là, c'est pas juste un groupe de plus dans l'industrie. C'est un groupe en pleine ascension, avec un son de plus en plus marqué, une production de plus en plus précise et une ambiance qui colle parfaitement à la décennie. Mais derrière cette réussite, c'est aussi un groupe qui fait face à des crises internes énormes. Et là, on rentre dans l'univers très dark de cet album. T'as Dave qui, en pleine tournée, se retrouve coincé dans une spirale infernale de dépendance à l'île, de dépression et de comportements autodestructeurs. C'est même à ce moment-là qu'il pense carrément à quitter le groupe et toute l'industrie musicale. Le mec arrive au sommet et hop, il lâche. Après, avec l'entourage, ça se comprend. Ce genre de période où tu crois en rien et où pourtant tu crées peut-être la meilleure musique de ta vie. Pas la meilleure vie, hein, mais la meilleure musique de ta vie, bordel. Martin, lui aussi, il est pas mal, hein, mais il n'est pas dans la... Lui, c'est là... Et c'est là que les premières crises d'épilepsie apparaissent. Pas cool pour un mec qui doit tout donner sur scène. Hein. Et Alan, qui est le type super carré du groupe, comme je te disais, un perfectionniste qui bosse comme un acharné en studio, il commence à se sentir totalement à l'écart du reste de la bande. On comprend mieux pourquoi il quitte le groupe en 95. Hein. Bref, t'as compris, l'ambiance est tendue. Mais c'est aussi ça, je pense, qui a permis au groupe de faire un album aussi magistral.
Parce qu'entre les crises de gamme, les obsessions de Gore et la perfection technique de Wilder, Depeche Mode trouve une sorte d'alchimie musicale qui allait marquer l'histoire de la musique. Et je te parle pas de la production. Flood, le producteur, va sortir tout le potentiel du groupe. C'est avec lui que le son du groupe prend un vrai virage. Violator devient une sorte de mélodie de nuit, une musique à la fois froide, mécanique, mais tellement pleine de sensualité. Moi, quand j'écoute, je veux qu'il me fasse des bisous. C'est dans cette atmosphère-là qu'on retrouve les singles mythiques de l'album, comme Personal Jesus, Brave the Silence, Policy of Truth. Au final, cet album, c'est le moment où tout s'aligne pour Depeche Mode. C'est l'album où le groupe devient cette figure incontournable, à la fois puissante et fragile, et qui parvient à toucher tout le monde, du clubber aux fans de rock de l'époque, qui y subit, mais apprécie quand même cette révolution technologique. L'album qui les propulse dans une nouvelle dimension, c'est Violator, c'est lui. Et ils sont plus qu'un groupe de synth-pop, ils sont un pilier de la musique alternative, de la musique populaire, du rock électronique, un truc légendaire quoi. Et ça reste gravé, peu importe les années qui passent. La production de cet album a été un processus assez unique, où le groupe a dû naviguer entre crise personnelle et un besoin urgent de créer quelque chose de parfaitement abouti. Et ça, c'est dans le petit bouquin, plein d'anecdotes que ma mère m'a acheté et m'a offert qui me l'apprend. Un livre à 54 cents, ça a nos actions, mais sacré petit bouquin, achète, si tu le trouves, achète. Le producteur Flood, qui avait déjà bossé avec U2, PJ Harvey, Nine Inch Nails, est un peu la clé de voûte de ce son très particulier. Avec lui, Depeche Mode va réussir à transformer une période extrêmement sombre en un album brillant, à la fois sobre et opulent en fait. Tout commence après la tournée de Music for the Masses. Le groupe est fatigué, mais ils ont un besoin vital de créer. L'album naît du coup dans un contexte particulier où aussi des tensions en interne et des relations plutôt conflictuelles comme je te disais nourrissent le processus créatif. Depeche Mode décide d'aller plus loin que leurs albums précédents, d'expérimenter, de sortir des sentiers battus. Ils veulent un son plus dur, plus mécanique, mais aussi plus sensuel. C'est là que Flood intervient en tant que catalyseur. Un des aspects les plus marquants de la production, c'est l'utilisation de la technologie. On est en 90. Flood et Alan Wilder, qui est la tête pensante technique du groupe, vont s'entourer d'un matériel high-tech pour l'époque. Première fois que je te parle d'un album pas fait avec des briques et des brocs. Waouh! Ça se fait! Des synthés, des boîtes à rythme comme l'Akai S1100 ou la Roland TR909. Cette précision presque clinique dans la production vient du fait que Depeche Mode voulait que chaque note, chaque son ait un impact. Par exemple, sur Enjoy the Silence, comme on va parler plus tard, l'utilisation du synthétiseur pour créer une ambiance presque éthérée et les percussions parfaitement maîtrisées montrent à quel point la production de l'album a été un terrain de jeu expérimental. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est l'approche assez brute quand même du groupe. Martin avait déjà composé la plupart des morceaux avant d'aller en studio. Petit génie! Mais la finalisation de ces morceaux a pris une toute autre dimension en collaboration avec Flood. Ils ont pris des risques, des méga risques, et en retravaillant les sons, ils ont su mettre leur vulnérabilité personnelle au service de la musique, notamment avec la voix de Dave, qui, bien qu'ayant vécu une descente aux enfers pendant cette période, a donné à ses performances une charge émotionnelle phénoménale. Bordel quoi! La fameuse croon de Gann, sa voix d'outre-tombe, fait écho à son vécu et donne à cet album une densité émotionnelle unique. Il faut aussi noter l'arrivée de l'ordinateur et du sampling dans la production du groupe, avec des sons très travaillés, créés non seulement sur des machines, mais aussi en samplant des bruits ambiants ou des sons organiques. Tout est voulu pour plonger l'auditeur dans un univers presque tactile, où chaque son a un poids. C'est l'album où Depeche Mode passe définitivement à un autre niveau, véritablement, où leur musique devient un mélange de froideur mécanique et de chaleur organique. La marque de fabrique du groupe. Je vais essayer de me tenir aux 3 titres ici. Est-ce que je vais y arriver? Mon watch time te remercie. Bon, t'as déjà la rep avec la longueur de la vidéo, T'es pas bête, Puis mon monteur, comme tu peux voir, il a grave bossé, Tu peux like la vidéo pour lui, quand même. Et on commence avec le tube en puissance de cet album. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Si Violator avait besoin d'un morceau qui capte parfaitement l'essence de l'album, c'est bien Enjoy the Silence. Ce titre, devenu l'un des plus emblématiques du groupe, est l'aboutissement de la recherche du contraste entre la sensualité et la froideur mécanique qui habite l'album. Le morceau s'ouvre avec des petits synths, puis un petit son de guitare méga mélancolique.
Même si pour moi, c'est la voix de Dave, d'une profondeur, d'une douceur et d'une justesse incroyable qui instaure cette ambiance envoûtante et introspective. Les paroles de Martin, qui semblent à la fois simples et d'une grande sagesse, sont une réflexion sur la solitude et le besoin d'évasion dans un monde trop bruyant. Enjoy the Silence traite de cette recherche de paix intérieure, d'un moment de calme dans un monde qui ne cesse d'hurler. La fameuse ligne « All I ever wanted, all I ever needed is here in my house » en est le cœur, je pense. Et ce contraste entre le calme et le chaos, entre le désir et l'isolement et la lutte contre l'isolement, fait de ce titre un chef-d'œuvre d'émotion pure. Sur le plan de la production, Enjoy the Silence se distingue par son approche presque minimaliste. Le beat qui accompagne le morceau est délicatement hypnotique, presque méditatif, tandis que les synthés et les percussions créent une atmosphère dense, mais sans jamais surcharger l'espace sonore à mon sens. Le clip vidéo, avec ses images d'un Dave solitaire, marchant à travers des paysages magnifiques, tout en portant une chaise, symbolise parfaitement le message du morceau. Trouver la paix dans un monde de solitude et être capable de s'élever au-dessus des multiples problèmes de la vie. C'est un visuel iconique qui reste gravé dans la mémoire de tout fan de Depeche Mode. Genre moi, tu vois. Mais ce n'est pas tout. Enjoy the Silence a explosé les frontières de la scène musicale. Il est devenu un véritable tube international. Un morceau qui a traversé les années sans perdre une once de sa magie. En 90, l'album avait besoin d'un single phare pour lui permettre de s'imposer au grand public. Et ce titre a parfaitement joué le rôle. Le morceau a marqué un tournant dans la carrière du groupe, propulsant Depeche Mode dans un nouveau genre de célébrité, celle des superstars planétaires ultra idolâtrées. Et aujourd'hui, ce morceau reste un pilier de l'identité musicale de Depeche Mode. Il continue à être joué lors de leurs concerts, où il suscite toujours une réaction intense, une connexion émotionnelle qui ne faiblit pas avec le temps. Même si eux, j'ai pas eu la chance de les voir lors de leur passage à l'Accor Arena en 2024. Je suis un homme mais j'ai des fêlures. J'ai vu pas mal de vidéos de live d'eux. Ah, ça faiblit, hein. Allez vous la... Alors s'il y avait déjà beaucoup à dire sur Enjoy the Silence, là, t'es pas prêt. Si Enjoy the Silence a redéfini la douceur et l'introspection de Depeche Mode, Personal Jesus enfonce le clou avec une énergie brute et une puissance presque tribale. Ce morceau, sorti en single avant même la sortie de l'album, est rapidement devenu un hymne. Non seulement pour le groupe, mais aussi pour toute une génération. Il marque une rupture dans le son du groupe, une sorte de déclic vers quelque chose de plus immédiat, plus direct, mais toujours aussi intense. L'intro iconique de guitare, grésillante et répétitive, donne le ton, à la fois inquiétante et irrésistible. Elle installe une ambiance sombre, presque mystique. De manière assez audacieuse, Depeche Mode parvient à introduire un son plus rock, mais avec cette touche électronique unique qui leur est propre. L'idée était de s'inspirer des influences blues et gospel, tout en y ajoutant leur propre vision, un peu plus perverse et un peu plus décalée, je trouve. Le thème de la chanson est tout aussi percutant que son rythme en vrai. Personal Jesus aborde la question de la dépendance émotionnelle et de la quête de réconfort à travers l'image de Jesus, une figure sacrée transformée ici en un sauveur personnel, presque commercialisé. Martin, qui écrit les paroles, nous plonge dans un univers où l'amour, la foi, la rédemption sont associés à des figures divines, mais avec une approche plus déviante et provocante. Reach out and touch face, c'est sans doute l'une des lignes les plus mémorables de la chanson. Un appel direct et puissant à la croyance aveugle, je trouve. J'adore. Toi, dis-moi en commentaire. Personal Jesus, c'est également une réflexion, je trouve, sur la manière dont les gens cherchent des réponses et un sens dans un monde de plus en plus fragmenté. Et pourtant, on est en 90, hein. Les gars, ils sont limite visionnaires du monde d'aujourd'hui, hein. Non ? Moi, je trouve qu'il y a cette ambiguïté. S'il te plaît, suis, c'est pas évident, puis je suis pas hyper bon conteur. D'un côté, il y a cette tension religieuse. Mais de l'autre, un sentiment de contrôle et de manipulation. Comme si on cherchait un peu à contrôler une entité divine, ou à la rendre personnelle et à son service, quoi. D'où le titre, je pense, hein. Hey, Détective Charlie! La chanson joue habilement, je pense, avec cette idée de pouvoir et de foi aveugle, tout en offrant une rythmique totalement dansante et carrément plaisante. Dans le clip vidéo, cette idée de messie réinterprétée de manière moderne et visuellement explorée, avec un Gann vêtu de cuir, déambulant dans des paysages désertiques, une croix brillamment éclairée en fond, et des scènes de prière presque rituelles. L'imagerie chrétienne est utilisée de manière provocante, véritablement, mais aussi, je trouve, d'une manière qui colle parfaitement à l'ambiance du morceau.
À sa sortie, Personal Jesus a immédiatement captivé les fans. Et les critiques. Il s'est rapidement hissé au sommet des charts et a modifié la place de Depeche Mode dans le panthéon des groupes de pop des années 90. Le morceau a également connu un énorme succès dans les clubs et a été repris, remixé, genre beaucoup, et utilisé dans de nombreux films et séries. Son influence est indéniable et s'étend bien au-delà de la scène musicale, étant devenu un hymne de rébellion et de recherche de vérité. Un morceau qui invite à la réflexion autant qu'à l'évasion. Et aujourd'hui, ce morceau est un incontournable dans l'œuvre de Depeche Mode. Clairement, un morceau qui a traversé les décennies sans prendre une ride, avouons-le, et qui continue à résonner avec une intensité nouvelle à chaque écoute. La chanson est l'une des plus emblématiques du groupe du coup, et incarne parfaitement leur capacité à mêler des éléments de la culture pop, rock, synth-pop et des thèmes profonds, hyper sombres. Let me take you on a trip around the world and back. And you won't have to move, you just sit still. Ce morceau, l'ouverture de Violator, est un véritable prélude à l'ambiance intime et sensuelle de l'album. Dès les premières notes de ces synthés-là, Depeche Mode plante le décor d'un univers où la perception, l'émotion et le désir sont au centre de tout. Enfin, moi, c'est direct ce que j'entends quand ça fait pin, 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 pin. Loin d'être un simple morceau électronique, World in My Eyes est une immersion dans un paysage sonore que je trouve complexe et hypnotique. Une invitation à voir le monde à travers une lentille grave déformée où chaque sensation peut être, je pense, amplifiée. La production est subtilement marquée par cette tension entre douceur et méga froideur, avec une ligue de basse lourde et une mélodie planante qui crée une ambiance à la fois sensuelle et carrément mystérieuse. Les synthétiseurs omniprésents ajoutent de la profondeur à cette atmosphère quasi onirique et chaotique. Ce contraste entre des éléments hyper programmatiques électroniques très précis à des atmosphères plus fluides donne à la chanson une texture unique. Les paroles de Nate Martin, une fois encore, explorent la quête du plaisir, mais dans un contexte où le corps et l'esprit semblent se perdre dans un tourbillon de sensations. Le refrain qui fait « Let me show you the world in my heart » est une invitation à partager cette expérience et à s'évader d'une réalité trop étroite. Et moi, je suis trop chaud, comme tu peux le voir. Comme souvent, chez Depeche Mode, il y a une dimension presque religieuse ou spirituelle à cette recherche de vérité. Mais ici, la dimension est plus charnelle, plus sexuelle. On ne va pas se mentir. Il est question de perception altérée, de désir et de recherche d'une vérité personnelle à travers les sens. Le ton sensuel du morceau est renforcé par cette voix de Dave, qui porte la chanson avec une délicatesse troublante, bordel, offrant une interprétation qui oscille entre confection et suggestion. Sa voix, toujours aussi distinctive, confère au morceau une ambiance ultra envoûtante. La manière dont il prononce chaque mot semble glisser entre l'intime et l'universel, donnant à la chanson cette dimension à la fois personnelle et collective, quoi. Musicalement, ce morceau se distingue par son approche minimaliste, mais tellement et hyper, méga, ultra, giga efficace, je trouve. C'est une chanson qui ne cherche pas à en faire trop, mais qui en fait suffisamment pour marquer les esprits. La boucle de synthé qui tourne en boucle tout au long du morceau est quelque chose d'ultra hypnotique, presque trans. Et le fait que le morceau ne monte jamais vraiment dans l'intensité sonore ou musicale en fait une chanson qui incite au lâcher-prise, je trouve. Ou je suis zinzin. Mais ce morceau, lui, oui, il me rend complètement zinzin. On voit l'idée de l'œil du monde. L'œil du monde? World in my eyes, elle va enrouler, t'as vu? À sa sortie, ce morceau n'a pas atteint le sommet des charts, comme Enjoy the Silence par exemple. Mais la chanson a néanmoins été un succès plutôt critique. Elle est devenue un favori parmi les fans de Depeche Mode, comme moi, j'espère, et reste une de leurs chansons les plus appréciées en concert. Je pense, j'espère. Ce morceau n'est pas seulement un point de départ pour l'album, mais aussi une chanson emblématique de ce que Depeche Mode sait faire de mieux. Une exploration de la sensualité et de l'intimité à travers des sons électroniques et une poésie sombre et une ambiance palpable. Bon allez, j'en refais encore un de plus, tu t'en doutais. Bientôt ce sera plus mon top 3 des morceaux préf, mais ça sera tout l'album tout court. Zut. Non allez, c'est promis, c'est le dernier. Abonne-toi si t'es pas d'accord et active la cloche si t'aimes pas. C'est comme ça que ça marche. The things you do aren't good for my health. The moves you make for yourself. The means you use aren't meant to confuse. Although they do, they're the ones.
Je trouve que c'est l'un des morceaux les plus intrigants et ambivalents de cet album. Sa production, magnétique, et sa construction particulière en font une chanson à la fois sensuelle, comme toujours, mais hyper menaçante. Tout dans Dangerous semble susurrer au creux de l'oreille, avec des éléments qui flottent dans l'air, entre rêve et réalité, mais avec cette sensation omniprésente de danger imminent. Et puis ces sons de synthé là, non mais oh, t'es en 90 quoi, bordel! Comment tu peux faire ça? Musicalement, le morceau est à la fois langoureux et légèrement dissonant en vrai. Le rythme est lent, presque hypnotique, avec une batterie toute discrète qui martèle le tempo tout en maintenant une atmosphère tendue, voire menaçante comme je te disais. Les couches de synthé s'entrelacent pour créer une sensation de profondeur, tout en conservant cette texture glacée, à la fois invitante, mais effrayante. Les paroles, elles aussi, jouent sur ce double sens, entre attirance et avertissement. Dangerous semble parler de l'attrait pour quelque chose de risqué. Et quand on connaît Martin, on se dit « Ah !» Quand on se dit Dave, on se dit « Oh my goodness !» Oui, l'utilisation du mot « dangerous » dans le refrain est une invitation à s'aventurer dans un territoire incertain, un territoire où le désir et la destruction se mélangent. C'est une chanson qui parle de l'adrénaline, de l'interdit, de la tension entre ce qui est permis et de ce qui l'est beaucoup moins. Un rap, un kiki. Bref, la voix de Dave sur ce morceau est une fois de plus cruciale pour l'ambiance. Elle porte une sensualité brute qui contraste avec les sonorités plus froides. Gahan ne chante pas ici. Il murmure, il susurre. Il susurre. Il sait exactement comment faire monter cette sensation de danger dans sa voix tout en enrobant le tout d'une douceur. C'est un contraste qui définit tout le morceau. Une lutte entre la passion et la prudence, l'envie et la peur. The things you do aren't good for my health. Doudoum. Laisse entendre cette faiblesse humaine face à un danger que l'on connaît, genre la drogue, l'alcool, mais que l'on choisit de confronter de toute manière. Ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir échapper à une force qui vous attire malgré vous, est au cœur de ce morceau. C'est ça, pour moi, qui le rend d'autant plus fascinant et chouette. Pour finir, en termes de production, Dangerous repose sur une structure assez simple, mais très efficace. Les synthés créent une ambiance étrange, presque menaçante, et chaque élément est en place pour renforcer l'idée d'une tension latente. Ce n'est pas une chanson qui prend son temps pour exploser. Au contraire, elle maintient cette pression tout au long, comme une sorte de montée lente qui ne descend ni monte jamais vraiment. Il est intéressant de noter que Dangerous ne fut jamais un single majeur de Violator, même seulement dispo sur la version Deluxe, ce qui en fait une sorte de perle cachée dans le catalogue du groupe. Pourtant, elle reste une chanson très appréciée des fans, Et j'espère que c'est trop bien, car c'est un morceau qui se distingue par son atmosphère unique et par cette manière qu'ont Depeche Mode de manipuler l'ombre et la lumière. You know what makes the world turn. On arrive au moment pour briller grâce à mes petites anecdotes. Et tu vas briller en société, ou juste avec tes potes à l'apéro, ou juste solo. Mais dans tous les cas, abonne-toi. Un album enregistré dans 3 pays différents. Violator a été enregistré entre mai et septembre 89, dans des studios situés en Angleterre, en Danemark et en Italie. Cette diversité géographique a permis au groupe d'explorer différentes ambiances sonores et de s'inspirer dans divers environnements culturels, je pense, enrichissant ainsi la texture de l'album. Enfin, j'espère, entre 2 et 2... La rencontre explosive avec les fans à Los Angeles. Lors d'une séance de dédicace à Los Angeles pour Violator, plus de 20 000 fans, 20 000, se sont présentés, provoquant une émeute. Cet événement a été largement couvert par les médias, témoignant de la popularité croissante du groupe à l'échelle mondiale. L'influence de la guitare sur le son est électronique. Pour la première fois, Depeche Mode a intégré la guitare dans sa musique, notamment avec l'introduction de la guitare sur Personal Jesus. Cette fusion de son électronique et de guitare a marqué un tournant dans leur style musical, ajoutant une dimension plus organique à leur son qu'habituellement synthétique. Martin Bogas. Les révélations de Martin Gore sur ses origines familiales. Justement, Martin a découvert à l'âge de 30 ans que son père biologique était afro-américain. C'est dit dans le podcast Very Good Trip de France Inter, et cette révélation a profondément influencé sa vision du monde et sa musique, apportant une nouvelle perspective à ses compositions. Le titre préféré d'Andy Fletcher. World in My Eyes était le morceau préféré d'Andy Fletcher parmi toutes les chansons enregistrées par Depeche Mode.
C'est cool pour moi et pour mes goûts, hein, ça vient quand même du cerveau du groupe. Hein. Ce titre, avec sa mélodie quand même hyper envoûtante et ses paroles hyper introspectives, a marqué les esprits. Et perso, je sais pas si c'est mon préf du groupe, en tout cas, c'est sûr, c'est mon préf de l'album. Et toi, du coup, c'est quoi ton morceau préféré de l'album? Évidemment, Forçage, rendez-vous dans les commentaires, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Puisque, tu vois, pour moi, c'est pas forcément le single Personal Jesus ou Enjoy the Silence qui est mon préféré. Moi, c'est World in My Eyes. Ah. I'm waiting for the night to fall, when everything is bearable. Violator, c'est pas juste un disque. Comme je te le dis souvent ici, je sais, je te l'accorde. Mais là, écoute du début à la fin, sans être dérangé et concentré sur ce que t'écoutes. C'est une expérience. Un monde parallèle en noir et rouge, où chaque beat te glace un peu plus le sang, mais chaque riff te donne envie de danser quand même, toujours, mais au bord du vide. C'est un album qui te regarde droit dans les yeux et qui te chuchote des trucs intimes à l'oreille. Tu vois, des petits trucs sympas. Avec la voix suave de Dave, les mots troubles de Martin, et cette prod futuriste mais trop organique qui n'a pas pris une seule ride depuis 90. On est en 2025, bordel! Dis-moi que c'est vieillot après l'avoir écouté, mais totalement comme je t'ai expliqué. Hein. C'est un disque qui a su concilier le froid de la machine et la chaleur du cœur humain, qui a réussi à rendre sexy la mélancolie peut-être, sensuelle la souffrance peut-être encore plus, dansant la solitude encore et encore plus. Rien que ça, quoi. Et si aujourd'hui encore on parle de Violator avec des étoiles dans les yeux comme je te le fais là, avec un frisson dans la nuque, c'est parce qu'il a cette aura indéfinissable, ce parfum d'évidence, cette élégance limite crade que j'aime tant et qui me donne envie d'y revenir encore et encore. J'espère que toi aussi. Hein. Perso, j'ai pas vraiment grandi avec Depeche Mode. Mon père, plus funky que ça, mais qui aimait quand même, il m'a pas genre rendu accro. Il aimait bien, beaucoup. Il pouvait en passer quoi. Je suis tombé vraiment dedans un peu sur le tard, lorsque j'avais mon premier appart à Blois. Ouais, j'ai vécu là-bas. Petite ville, mais beaucoup de jolis souvenirs, dont la découverte de Violator. Ce disque, c'est la preuve vivante qu'on peut être immense, torturé, beau, étrange, dansant, brisé, tout ça à la fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on continue de l'aimer autant, 30 ans plus tard. Parce qu'il parle de nous, et qu'il le fait avec un style inégalable. Allez, va te réécouter Enjoy the Silence, mais fort cette fois. Hein. Tu verras que t'entendras peut-être des trucs, enfin j'espère quoi. Mais en attendant, porte-toi bien, tout plein d'avance sur toi, et à tout bientôt. Qui a toujours bossé comme un acharné en studio. Putain, Ricky, qui était bien ce bouquin. Ah, 50 centimes. Ah oui, quand même. Ah, mais il y a The Cure aussi. Putain, il va falloir que je l'achète.